Bonsoir à tous, bienvenue dans Bismart, l'émission. Aujourd'hui, je vous propose une première demi-heure plutôt tech, puisqu'on sera d'abord avec le président de Huawei en France. On lui demandera quelles sont ses ambitions sur le marché français. On ira voir la newsletter que tout le monde s'arrache, puisqu'on sera avec le fondateur de TTSO et on parlera également ambition de la French Tech avec le patron de Founder Future. Et puis, en deuxième partie d'émission, une opération un petit peu spéciale, puisque j'ai choisi de recevoir les 3 cofondateurs de l'agence de publicité Rosa Paris, agence qui fête ses 10 ans avec des campagnes emblématiques. On parlera créativité, enjeux du business de la pub aujourd'hui. C'est parti, c'est Bismart l'émission. Et pour commencer cette émission, je suis avec Weiliang Shi. Bonjour. Bonjour Aurélie. Vous êtes le président de Huawei en France. Alors Huawei était le numéro 1 mondial des smartphones mi-2020. Aujourd'hui, Huawei n'est même plus dans le top 5 mondial en raison notamment des sanctions américaines. Dans quel état est votre groupe aujourd'hui ? Le groupe, en 2020, on a un revenu 123 milliards de dollars. C'est environ à peu près 115 milliards d'euros. C'est assez grand. Et cette année, pour le premier semestre, notre revenu est descendu, surtout pour les terminaux. Oui, parce qu'aujourd'hui, je pense que vous connaissez la raison déjà. Mais par contre, pour les réseaux et aussi les infras, donc, on a légèrement augmenté. Ouais. Donc, ça montre que dans le marché, on a toujours la confiance et la fiabilité par nos clients et par nos solutions. Alors, l'un des problèmes majeurs, on le disait, c'est pour les terminaux, hein, les mobiles, c'est la pénurie de composants à laquelle vous faites face justement en raison de ces sanctions américaines. Situation qui, évidemment, s'est aggravée avec la crise, puisqu'on a vu qu'il y avait des pénuries un peu partout maintenant. Est-ce qu'aujourd'hui, vos approvisionnements sont sécurisés ou est-ce que ça reste encore un problème ? À vrai dire, le groupe est en train de changer la stratégie. Oui, comme aujourd'hui, on ne peut plus produire à cause d'un manque de puces. En fait, le puce, ce n'est pas le problème seulement pour Huawei. C'est dans le marché. C'est dans le monde entier. Je crois que les constructeurs automobiles, tout le monde. C'est ça, tout le monde donc, a besoin de puces. Donc aujourd'hui, on est en train de faire 2 solutions. Première solution, on est en train de fabriquer des autres produits électroniques qui n'utilisent pas beaucoup de puces, par exemple l'imprimante, par exemple les écrans, par exemple les laptops et aussi la montre électronique. En même temps, on cherche les moyens aujourd'hui en Chine qui va nous aider peut-être dans 2 ans ou 3 ans de continuer de fournir les puces de 7 ou 5 nanomètres. Ouais. D'accord. Justement, vous parlez de la Chine. Votre groupe aurait pu choisir de se replier sur le marché chinois. Il ne l'a pas du tout fait. Pourquoi cette stratégie, cette volonté de continuer à être présent en Europe et partout ailleurs dans le monde ? Parce que c'est tout simplement, l'Europe est très important. Oui. Donc aujourd'hui, on aimerait bien entrer dans l'écosystème européen parce qu'on a besoin de la recherche. On a besoin de la technologie, on a besoin de standard. Ouais. Huawei ne va jamais être une société uniquement chinoise. On veut être mondial et aussi international. Et la deuxième raison, c'est qu'on aimerait bien aussi inviter ou mettre les sociétés françaises dans l'écosystème de Huawei. Voilà. Donc, nous sommes présentés dans les 170 pays. Il y a beaucoup de composants qu'on achète, par exemple, chez STMicro. Il y a des services qu'on achète chez Sodexo. On travaille avec Orange dans le mondial. On achète des services. Chaque année, par exemple, en tant que le PDG de Huawei en France, moi, j'achète plus de 1 milliard d'euros des achats, des services prestations françaises. Et on les met dans l'écosystème de Huawei. Pas uniquement pour utiliser en France, mais utiliser dans le monde entier. Et vous avez aussi annoncé en décembre l'implantation d'une première usine en Europe, et notamment en France, près de Strasbourg, pour produire du matériel pour les réseaux mobiles, notamment 5G. Il y a 500 emplois à la clé. C'est un investissement de 200 millions d'euros. Où en est ce projet aujourd'hui ? Le projet, on vient d'annoncer le 26 janvier de cette année pour une acquisition de terrain. Et on est en train de faire le design et sélectionner le constructeur. Donc, on envisage pour avoir la première production à partir de 2023. Ah, c'est rapide. Oui, ça va être très rapide. Ça va vite sortir de terre. Alors, ce projet avait reçu, à l'époque, en tout cas au mois de décembre, un accueil plutôt mitigé en raison des accusations d'opacité ou d'espionnage qui visent régulièrement votre groupe. Qu'est-ce que vous répondez, vous, à vos détracteurs ?
Moi, je travaille 15 ans chez Huawei. Par exemple, en France, on a 4 activités. Le télécom, l'entreprise, terminaux et recherche et développement. Ouais. Depuis 15 ans, je travaille à Huawei et depuis 4 ans, je travaille en France. Moi, je peux dire, aujourd'hui, notre équipement, aujourd'hui, c'est l'équipement le plus testé dans le monde entier. Ouais. Parce que le soupçon qui vient des États-Unis, donc il y a beaucoup de pays, y compris la France, comme ANSI, comme BSI d'Allemagne et Angleterre, ils ont tous testé notre produit. Aujourd'hui, moi, je peux dire, on n'a aucune preuve qui a découvert un logiciel, un code source ou un composant qui est capable de faire espionnage. Et surtout, je peux vous dire que Huawei, c'est une société privée. Donc 100% détenue par les employés, il n'y a aucun intérêt pour Huawei de faire des bêtises. Vos problèmes aux États-Unis vous ont quand même poussé à opérer un virage stratégique en vous recentrant sur le secteur un peu B2B. Que représentent justement les activités de service aux entreprises dont vous parliez pour Huawei et notamment pour Huawei France? En fait, notre business de B2B n'est pas parce que le US, on a créé le business B2B il y a déjà 8 ans. Donc, parce qu'on trouve qu'aujourd'hui, il y a B2C, qui est le marché un peu saturé. Même y compris le 4G, aujourd'hui le 5G, le marché est un peu saturé. Aujourd'hui, on a créé le business il y a 8 ans pour le B2B parce qu'on trouve qu'il y a beaucoup de choses où on peut peut-être aider pour faire la digitalisation, pour les entreprises, les grandes entreprises, mais aussi les petites et moyennes entreprises. Ouais. Et depuis 8 ans, on a à peu près déjà, par exemple, en France, on a à peu près déjà 100 personnes déjà pour travailler uniquement pour le B2B et notre chiffre d'affaires qui devient un des moteurs de croissance pour notre business. Ouais. Alors justement, on a beaucoup parlé là pendant cette crise de l'accélération de la digitalisation des entreprises. Comment est-ce que vous, Huawei, en tant que fournisseur de services aux entreprises, vous positionnez sur ce marché et comment est-ce que vous accompagnez ces PME, TPE françaises au quotidien? Aujourd'hui, on a déjà, depuis 8 ans, on a déjà aidé plus de 700 sociétés françaises, y compris la grande et aussi la petite moyenne, de réaliser leur transformation digitale. Moi, je suis très fier de dire ça. Et on a ouvert notre Open Lab il y a 2 ans. C'est un investissement de plus de 35 millions d'euros sur 5 ans. Et cet Open Lab, ça permet d'écouter et aussi de faire innovation avec nos partenaires et aussi les clients ensemble. Et ça marche très, très bien aujourd'hui. Il y a beaucoup de solutions aujourd'hui qu'on peut dire, c'est dans le data center, c'est sur la hybrid cloud et c'est pour la plateforme connectée. Aujourd'hui, dans le marché, moi, je vois, il n'y a que les sociétés des États-Unis qui sont dominants le marché, je peux dire en France. Et nous devons faire le challenge sur ça, parce qu'on trouve qu'on peut vraiment faire quelque chose de très innovant et très intéressant pour les sociétés françaises. Et on a réussi, et avec un progrès chaque année, 30-40% de croissance. Et on est fiers d'avoir ce résultat. Je lisais hier ou avant-hier, je ne sais plus, il y a eu des chiffres qui sont sortis sur la 5G en France. Visiblement, ça démarre vraiment très timidement. Vous croyez quand même, malgré tout, au potentiel de ce marché? La 5G, c'est vrai, aujourd'hui, on prend un peu de retard en France, je veux dire. Mais honnêtement, je ne pense pas que ce retard, ça va avoir une grande influence à la fin. Parce que c'est un peu comme le vaccin. Le début, c'est toujours une hésitation parce que les gens ne comprennent pas la 5G. Mais après, regarde aujourd'hui ce que la Chine et aussi le Coréen a fait. La Chine a déjà déployé 1 million de bases stations de 5G. Et la France, jusqu'à présent, seulement 5 000. Donc, il y a un grand espace potentiel à rattraper. Je pense si avec tout le monde, si on s'aligne bien, et ça va rattraper rapidement en France pour la 5G. Et la 5G, ce qui est vraiment important, c'est pour améliorer la qualité de communication par image et par les vidéos. Le deuxième, ça va vraiment aider pour prendre la reprise de l'économie. Ça va créer beaucoup d'emplois. Mais pas seulement la 5G. C'est la 5G va créer l'ambiance et l'environnement pour des autres sociétés. C'est un peu comme il y a 10 ans quand on a créé le 4G. Les gens n'ont pas très bien compris. Le 4G, c'est l'infrastructure, mais ce n'est pas la totalité de l'ambiance de 4G. Après, il y a des GAFA, il y a des Baidu, il y a des Alibaba. Donc, toutes ces sociétés-là, c'est autour de cette sociale mobile
C'est le 4G qui a créé ces sociétés. Le 5G va créer d'autres sociétés, c'est juste l'infrastructure. Après, il y a beaucoup d'applications, beaucoup de startups qui vont travailler autour de 5G. C'est ça qui est le plus important. Oui, c'est-à-dire qu'on n'a pas encore les usages et que ça va générer les créations d'entreprises également. C'est ça. On n'a pas encore un grand usage comme GAFA aujourd'hui. Ouais. Mais ça va créer les usages très bientôt, je pense. Vous avez aussi investi le champ des véhicules connectés. Qu'est-ce qui vous amène sur ce terrain-là où on ne vous attendait pas forcément? Déjà, il faut comprendre la raison derrière pourquoi on est très intéressé par la voiture électrique. C'est tout d'abord, la Chine a sorti déjà une politique en 2040 pour avoir la neutralisation de carbone. C'est comme l'Europe aussi. C'est une stratégie. Et aujourd'hui, le secteur la plus grande consommation de carbone, c'est automobile. Ouais, ce n'est pas le secteur de télécom. Le secteur de télécom représente uniquement 2%, mais le secteur de automobile qui représente plus de 10%. Voilà. Donc, notre travail aussi s'aligne avec la stratégie de carbone. Donc, pour nous, comment on fabrique les téléphones, on connaît très bien d'abord le système de batterie, deuxième, le système de télécom, et le troisième, c'est le système de computing. Ce sont les trois systèmes qu'on est vraiment doué de le faire. Et aujourd'hui, on peut aider les constructeurs d'automobiles de réaliser rapidement les trois systèmes dans la voiture. C'est ça qui nous intéresse beaucoup. Mais pour nous, on ne va pas fabriquer les voitures pour nous-mêmes. Mais on peut fabriquer les plateformes de connecter par le 4G, 5G. On peut installer, on appelle ça MDC, c'est le Mobile Data Center, dans la voiture. Et en même temps, le système pour charger ou avec le fil ou sans fil la voiture avec une efficacité, c'est notre savoir-faire. Un dernier mot peut-être sur vos ambitions en France. Qu'est-ce que vous espérez à moyen terme ? Notre ambition n'a jamais changé depuis la création il y a 17 ans. C'est toujours pour favoriser les consommateurs, les utilisateurs, les sociétés, de bien réaliser la digital transformation. Parce qu'aujourd'hui, la digitalisation, ce n'est pas une option. Avant, on dit que digital ou pas digital, c'est une option. Ouais, chacun fait ce qu'il veut. Mais après la Covid a changé beaucoup de choses. Donc, la digitalisation devient une obligation. C'est-à-dire, sans le plan de digitalisation ou sans regarder la digitalisation, la société ne va pas vivre simple. Ouais. Donc aujourd'hui, je pense qu'on est là pour aider, pour participer, aussi contribuer à notre savoir-faire, pour transmettre les business online, pour transmettre les communications, les travail à distance, pour transmettre aussi notre savoir-faire avec une économie d'énergie. Tout ça, c'est notre savoir-faire et c'est notre souhait de travailler en France et c'est aussi notre vision. Merci beaucoup, Weiliang Xi, président de Huawei France. Merci d'avoir été avec nous. Merci, Aurélie. Et je suis maintenant avec Romain Dessalles. Bonjour. Bonjour Aurélie. Vous êtes le fondateur de Time to Sign Off, pour ceux qui connaissent TTSO. C'est une newsletter, aujourd'hui plus de 150 000 abonnés. D'abord, moi j'aimerais savoir comment vous est venue cette idée de newsletter. Alors, l'idée est venue d'abord sur l'aspect newsletter. On a regardé, enfin j'habitais aux États-Unis à l'époque et TTSO a 10 ans, donc c'était il y a un petit peu plus de 10 ans. Et on regardait les modèles de newsletter qui sont des trucs qui sont renés de leur cendre en réalité. Oui, c'est ça, on croyait que c'était has-been en fait. Oui, c'est ça, mais c'était des trucs, c'était du spam, c'était des trucs qu'on ne savait pas pourquoi on les recevait, etc. Et puis, il y a une dizaine d'années, il y a des nouveaux modèles qui se sont créés sur la newsletter, qui agrégeaient des modèles très vertueux, qui agrégeaient des audiences qui grossissaient par bouche à oreille, et sur des promesses éditoriales très claires. Alors, il y en a eu sur les femmes en particulier, qui s'appelait Daily Candy, dont l'exécution française, enfin bien meilleure, hein, c'est My Little Paris, qui est vraiment le précurseur des newsletters en France. Donc il y en a eu plein, au point qu'à New York, il y avait un fonds d'investissement qui était spécialisé dans les newsletters, etc. C'était vraiment un écosystème très, très vivace. Et donc nous, on regardait ça et on s'est dit, sur ce business des newsletters qui arrive plutôt le matin ou dans la journée, il y a peut-être un spot à prendre le soir. Et on s'est dit, qu'est-ce que c'est le soir ? Qu'est-ce qui se passe chez les gens ? Les gens reconnectent avec la vie sociale. Ils sont passés la journée dans une vie professionnelle. Ils reconnectent avec la vie sociale. Et la vie sociale, elle se fait à base de quoi ? Elle se fait à base d'informations, de discussions de l'actualité du jour. Et on s'est dit, on va faire la voiture balai de l'actualité du jour au moment, au tipping point où la vie bascule du professionnel vers le social. Donc est né Time to Sign Off. Avec un prisme un peu éco quand même. Oui, alors ça me fait plaisir, vous disiez ça chez Bismarck. Que vous ayez parce que je vous lis, donc je sais. Et effectivement,
effectivement un peu macro. Alors pour le coup, on se marche pas sur les pieds. Non, c'est vrai. Oui, effectivement, on fait un peu de macro, de macroéconomie. Ouais, on a un peu de macro, un peu de management. Moi, c'est grâce à vous, franchement, que j'ai découvert Olivier Sibony, que je ne connaissais pas et que je lis tous les mardis. Voilà. Donc effectivement, vous avez ce prisme-là. Un ton un peu décalé quand même, un peu humoristique. Vous êtes combien pour rédiger cette newsletter-là ? Alors, on est 5. On est 5 pour faire vivre la boîte. Et de fait, on est 2 et demi pour faire le bouclage et pour rédiger, pour faire le produit que vous voyez tous les soirs. J'espère tous les soirs. Absolument tous les soirs. Et si je ne l'ai pas lu le soir, je la lis le matin. Yes. Je ne vous le cache pas. Vous avez d'ailleurs un taux d'ouverture qui dépasse les 90%. Non, I wish. J'ai lu ça. Non, je sais pas, mais si j'ai dit ça un jour, j'ai menti, c'est absolument scandaleux. D'accord. Et non, je crois pas avoir dit ça. On regarde les impressions, à vrai dire, parce que comme on est partagé sur les réseaux sociaux, pas massivement, mais quand même pas mal, on regarde la vraie exposition de TTSO, c'est le nombre de lectures qui sont faites. Et sur 150 000 abonnés, tous les soirs, on a 110 000 lectures. Donc on est effectivement super. C'est déjà, déjà un très bon score. Ouais, bien sûr. On a un taux d'ouverture, qui est objectivement le plus haut des quotidiens qu'on puisse envisager sur un quotidien. Mais comment vous l'expliquez ? Par notre talent inouï. Non, mais d'accord, mais sinon. Écoutez, je vais vous dire un truc. Je l'explique par le fait que on essaye de faire un truc intéressant tous les soirs. Tout le monde me demande toujours la recette pour cette affaire. Et objectivement, la recette, il n'y en a pas. Il y en a aucune. C'est comme vous. Je veux dire, on sait parfaitement dans ces modèles de contenu qui sont surabondants. Je veux dire, la dernière des choses que vous voulez, c'est une nouvelle newsletter ou une nouvelle émission de télé ou un nouveau tweet. C'est la dernière des choses que vous voulez. Donc, il y a une espèce d'obligation absolue de l'intérêt, du ton. Donc nous, ce qu'on fait en réalité, c'est qu'on fait 2 trucs. On fait un tri de l'information qui est un véritable niveau de valeur qu'on offre à nos lecteurs, parce que ce sont des gens qui sont surabreuvés d'informations. Vous l'êtes, oui. On l'est. Il y a un fatras qui vous est poussé toute la journée par de multiples canaux, etc. Donc à 5h du soir, on dit OK, on fait le point. On fait le point et voilà les 5 informations qui nous paraissent être importantes. C'est un format très court, c'est lu en 6 minutes. C'est des articles très courts, très informatifs, avec souvent un chiffre choc. Et donc on fait le point sur le tri de l'information. Et puis on a un modèle de ton, donc on a un modèle de triton. C'est un immense jeu de mots, ça me fait pas rire. Oui. D'accord, ok. Et donc ce modèle de triton sur lequel on est prié de rire, c'est effectivement un modèle qui a un angle, une plume. On l'appelle quand on veut, comme on veut. Et c'est cette recette-là qui fait ouvrir, mais ce que je vous ai dit, j'ai enfoncé des portes ouvertes pendant la dernière minute. Je veux dire, ce que je vous dis est la recette de tous les médias. Il se trouve que chez nous, ça marche. Il y a quand même de plus en plus de newsletters. Vous avez commencé il y a 10 ans, mais j'ai l'impression qu'il y a une petite réaccélération depuis 2-3 ans, là, et peut-être même depuis 1 an et demi en particulier. Tous les journaux s'y remettent. Avec des déclinaisons multiples selon les journaux. Les GAFA s'y intéressent aussi de près. Facebook lance sa plateforme de newsletter. Comment on fait pour se différencier ? Alors vous allez me dire c'est le fameux triton, mais j'imagine que quand même, surnager face à ces gros mastodontes-là, ça va être de plus en plus compliqué. Écoutez, d'abord, il faut bien voir un truc, c'est qu'on est partis les premiers. Encore une fois, quand j'ai monté TTSO, il y avait My Little Paris, Fanny Pechioda qui avait monté My Little, et qui était donc sur les femmes et sur les bons plans, si on peut résumer. Et moi, j'étais le premier sur l'actu. Donc, il y a une sorte de prime au premier entrant, et puis on est dans les indépendants de loin les plus gros, 150 000 abonnés. Donc, on part d'une base installée. Ensuite, malheureusement ou heureusement, il n'y a absolument aucune formule magique. Je reviens à ce que je vous ai dit, l'enfonçage de porte ouverte d'il y a 2 minutes, qu'il faut rester absolument pertinent, drôle, agréable à lire, étonnant et informatif. Et que, malgré le fait qu'on ait donné des idées à pas mal de monde, et effectivement, on a vu quand même beaucoup de gens s'enfiler dans cette brèche, on ne constate absolument aucune désaffection en matière de taux d'ouverture, ni aucune espèce de baisse en matière de captation de croissance d'audience. Donc,
In fine, si vous voulez, il y a un coup de projecteur qui est donné sur les newsletters. Il y en a déjà beaucoup qui ont disparu, mais enfin, l'écosystème est assez vivace. Et je ne vois pas de raison de m'en plaindre. Je suis extrêmement vigilant comme patron d'entreprise, mais je ne vois pas de raison de m'en plaindre. Mais c'est vrai que le temps de cerveau aujourd'hui disponible et se restreint comme peau de chagrin. Finalement, est-ce que la newsletter, ce n'est pas le seul modèle possible pour les médias ? Alors, le seul modèle possible. Je vous pousse un peu. Hein. C'est surtout vous, parce que moi, moi, je m'en fous, j'en ai une. Oui, moi, ce n'est pas mon modèle, mais moi, je suis sur du temps beaucoup plus long. Et écoutez, c'est certain que c'est une bonne idée marketing et que c'est une bonne réponse. Une idée marketing au sens, c'est une réponse à un besoin, à un besoin identifié, à un vrai besoin, et c'est une bonne réponse à un vrai besoin. Maintenant, l'incarnation, la raison pour laquelle, je reviens toujours à cette histoire, la raison pour laquelle TTSO marche, c'est que c'est pas du tout un produit marketing, c'est que c'est un produit d'une très grande sincérité, qui ne se pose jamais la question justement de ce que veut son audience, d'essayer de formater les trucs. On a le plus grand respect pour notre audience, mais c'est un produit qui avant tout est une voix sincère. Et c'est ça, c'est ça ce qui marche. Donc pour répondre à votre question, est-ce que c'est le modèle unique de médias ? Non, je pense pas, mais je pense que c'est clairement un modèle d'avenir. Le New York Times a relancé complètement ses souscriptions avec des multiples, vous en parliez, des multiples newsletters. Les journaux le font. C'est un modèle qui répond à un besoin vraiment très clair de tri de l'information, de re-rendez-vous de l'information dans un rapport à l'information qui est devenu beaucoup un rapport de flux, vous le savez parfaitement. Donc oui, mais c'est une réponse. Si on était le seul canal, ça c'est pas possible. Votre business model, c'est quoi ? C'est le native advertising. Donc, ce qu'on fait, il y a 6 sujets dans TTSO. Le 5e sujet est écrit, c'est en partenariat avec, est écrit pour le compte d'un annonceur. Et en 10 ans de TTSO, qui est un succès, TTSO, même si ma modestie doit en souffrir, en 10 ans de TTSO, ce dont je suis le plus fier, c'est ce qu'on a fait avec les annonceurs. Parce que ma conviction intime est que la formule publicitaire est cassée, là encore enfonçage de porte ouverte, sur les audiences matures. Il y a plein d'audiences matures, mes enfants sont un type d'audience mature, les CSP++, qui sont la base de TTSO, est une audience mature. Ces gens-là, on leur parle plus, on les fait plus rentrer dans le mécanisme d'infantilisation de la publicité. Je suis désolé pour les publicitaires, hein, mais ils arrivent après. D'accord, okay, ouais. J'ai évité dans les coups. Mais en revanche, il n'y a aucune espèce de fatalité au fait qu'une marque puisse avoir un dialogue cohérent, un dialogue gagnant-gagnant avec ses cibles. Et ça passe juste par un truc qui est du contenu. Et ce qu'on fait pour les marques, c'est qu'on fait du contenu. Et ça marche vraiment très très bien. Je veux dire, ça marche très très bien. Tous nos clients reviennent. On a que des blue chips, enfin des clients vraiment de premier rang. Et ce qu'on fait pour eux, est encore une fois peut-être ce dont je suis le plus fier dans TTSO, parce que c'est vraiment avoir remis l'attelage dans le bon ordre, qui est l'ordre de créer de la valeur pour les cibles, et à ce moment-là, à cette condition-là, être lu. Et vraiment, le succès économique de TTSO est une preuve de ça, et j'en suis extraordinairement fier. Donc vous n'allez pas passer en payant ? Non, pas du tout. On est, aussi ridicule que ce soit quand on a 150 000 abonnés, on est un modèle de puissance. On a 150 000 abonnés, 90 000 de ces 150 000 sont à Paris. C'est assez important, 90 000 personnes à Paris, sur un bassin d'audience CSP+. On est un modèle de puissance. La règle que personne n'a jamais vérifiée, c'est que quand on passe en payant, on perd 90% de sa base. Donc moi, ça m'intéresse beaucoup moins de faire un truc pour 150 000 divisé par 4, un dixième de 150 000 que pour 150 000. Merci beaucoup Romain Dessal. Je rappelle donc votre newsletter Time to Sign Off ou TTSO. Merci d'avoir été avec nous. Et je suis maintenant avec Marc Ménazé, bonjour. Bonjour. Vous êtes le fondateur de Founder Futures, fonds d'investissement d'entrepreneurs. Les levées de fonds de la French Tech, là, elles accélèrent. On nous parle de 10 milliards d'euros levés d'ici la fin de l'année. Moi, je voulais savoir ce qui justifiait cette accélération de votre point de vue. Est-ce que c'est parce qu'on a un afflux de liquidités, du coup, il y a plus de startups qui lèvent des fonds et des plus grosses sommes, ce qui semble assez logique, mais est-ce qu'il y a aussi une part de responsabilité de l'écosystème startup français qui finalement est monté en gamme et devient plus attractif ? C'est une super question parce qu'en fait, je pense qu'il n'y a pas qu'une seule réponse. Je dirais qu'il y a 3 réponses. La première réponse, c'est qu'on a un écosystème qui est hyper mature.
l'entrepreneuriat dans les 5 à 10 dernières années, en particulier dans les 5 dernières années, quelque chose qui a explosé. Vous voyez, quand vous passez du temps à aller donner des cours dans des universités, dans des écoles d'ingénieurs et de commerce, l'entrepreneuriat est vraiment vu comme une voie incroyable post-graduation, post-diplôme. Et ça, c'est très nouveau. Donc, ça crée un écosystème déjà à la base, qui est un écosystème fertile de gens qui veulent entreprendre. Je ne parle même pas des gens qui veulent se reconvertir, voilà, et qui est quand même quelque chose un phénomène, et encore plus depuis 18 mois, assez important. Ensuite, ce qui se passe, c'est qu'on a un écosystème digital et tech partout en Europe et un marché qui s'est énormément développé à travers l'e-commerce, à travers l'IA, à travers plein de sujets qui nécessitent le fait d'avoir des infrastructures dans la tech, d'avoir des entreprises qui viennent supporter, on va dire, finalement, l'évolution du comportement d'un consommateur, qui de plus en plus devient digital, et l'évolution d'un comportement d'une entreprise qui lui-même aussi devient de plus en plus digital. Et donc, ça crée des opportunités qui sont juste phénoménales. Et le Covid y est pour beaucoup, pour une raison simple, c'est que dans les 18 derniers mois, et vous l'avez vécu, vous, en tant que personne, professionnellement, personnellement, etc., tout s'est accéléré. Et je dirais que l'afflux massif de liquidités qu'il y a dans l'écosystème, c'est une conjonction entre, d'un côté, cet écosystème qui est mature, de l'autre côté, plein de fonds d'investissement partout sur la planète, que ce soit aux US, en Europe, en Israël, etc., ou en Asie, qui ont levé énormément d'argent pour réinvestir dans cette, finalement, classe d'actifs, à la différence de plein d'autres classes d'actifs qui, pour le coup, ne ramènent rien. Là, on a de la croissance, et donc, l'afflux massif d'argent de ces fonds d'investissement mêlé à l'extrême accélération, comme on n'a jamais vu. Moi, ça fait quasiment 20 ans que je suis dans la tech. Je dois dire que j'ai quand même mangé mon pain noir pendant longtemps en expliquant que le monde allait se digitaliser. Je dirais qu'entre 2000 et 2010, il y a plein de gens qui étaient sceptiques, qui se disaient c'est la mode. Entre 2010 et 2017, on va dire, les choses ont commencé à vraiment prendre. Et puis là, juste, c'est exponentiel. Et je pense surtout que les 10 prochaines années vont être des années absolument incroyables, parce que j'ai envie de dire finalement que le plus dur est derrière nous. Alors, vous êtes spécialisé notamment dans la food depuis un moment. Enfin, vous avez une grosse part de food. Pourquoi est-ce que vous avez choisi d'aller sur ce terrain-là ? Alors, la food, c'est à peu près 30% de ce que je fais. Et l'autre gros bloc, c'est tout ce qui est, on va dire, autour du futur de la banque assurance. Donc, ce qu'on appelle les fameuses fintech. Dans la food, alors la différence, c'est que je suis peut-être entrepreneur et investisseur. Donc, j'ai créé et cofondé avec Édouard Morange et Elsa Hermal l'épicerie, dans le but justement de se dire au démarrage, donc en 2016, qu'il y avait, on va dire, tout un pan de l'industrie de la food qui n'était absolument pas digitalisé, qui était le commerce de bouche de proximité, qui représente, on va dire, une part extrêmement substantielle du business, à la différence d'autres industries qui sont très digitalisées. Ça ne l'était pas pour une question logistique. C'est extrêmement compliqué. En fait, d'ailleurs, il y a eu plein d'initiatives de supermarchés en ligne qui n'ont pas forcément fonctionné parce que en fait, d'un point de vue logistique, c'était extrêmement coûteux de livrer en ville du frais. Voilà. Et en fait, qu'est-ce qu'on s'est dit à l'époque ? On s'est dit ni plus ni moins que tous les commerçants de quartier étaient les meilleurs patrons des achats, étaient chacun, le boucher, le charcutier, le fromager, le primeur, avait du stock. Donc c'était un stock qui était hyper bien maillé, on va dire, dans un quartier et dans une ville, et qu'il suffisait au sein d'une marketplace de mettre l'ensemble de ces commerçants et de les ramener au consommateur final avec une application qui permet de commander et de la livraison. Et c'est comme ça qu'on a créé Épicerie, qui donc aujourd'hui, La Poste a annoncé... Mais justement, j'allais y venir. Vous avez donc annoncé que La Poste reprenait vos parts. Et c'est étonnant. Alors La Poste, effectivement, moi, je ne le savais pas, mais ils ont les livreurs Stuart, donc effectivement, ça fait un peu sens. Mais ça veut dire qu'aujourd'hui, l'avenir de la food, c'est d'abord et avant tout la logistique. Exactement. L'avenir de la food, c'est un enjeu logistique, quelle que soit l'entreprise. Que vous fassiez du sec, que vous fassiez du frais, que vous fassiez du on-demand, donc livré dans les fameuses 10 minutes, 15 minutes, parce qu'on parle de tous les livreurs en 10-15 minutes, c'est la folie. Il s'avère que nous, ça fait longtemps qu'on a inventé le métier, et Deliveroo et Uber Eats l'ont inventé même avant ces entreprises. Exactement, ces enseignes spécialisées qui font des supermarchés livrés rapidement. C'est un enjeu logistique qui est phénoménal, parce qu'en fait, pour que le consommateur commande, il faut qu'il ait un service qui soit zéro défaut. Voilà. D'ailleurs, Amazon s'était lancé avec Amazon Prime Now. Alors là, ils ont arrêté, mais pour des questions, je pense qu'ils sont des questions d'arbitrage, on va dire, de business. Mais l'enjeu logistique, il est compliqué. Il faut investir beaucoup
pour avoir un service qui soit au niveau. Et on l'a bien vu d'ailleurs, Deliveroo, Uber Eats et toutes les grandes stars de la food tech sont des entreprises. Picnic, encore récemment, qui a levé hier 600 millions, sont des entreprises qui doivent mobiliser énormément d'argent pour créer ce qu'on appelle de l'infrastructure et pouvoir avoir un service à la hauteur de leurs ambitions. Un point qui est important, l'infrastructure, ça coûte de l'argent. Ouais. Ça coûte de l'argent d'avoir des mini-entrepôts, ça coûte énormément d'argent d'aligner énormément de livreurs au début où vous n'avez pas beaucoup de commandes, mais vous êtes obligé d'avoir les livreurs. Vous voyez, donc c'est pour ça que ça mobilise autant d'argent. Alors après, justement, un des points, je ne veux pas parler pour La Poste, mais un des points de l'alliance entre l'épicerie et La Poste, c'est 2 points. Le premier, c'est que La Poste a vraiment une stratégie d'amener auprès des petits et moyens commerces et des petits et moyens business des services à valeur ajoutée. Donc épicerie fait parfaitement partie de cette stratégie. Et le point, c'est dès qu'on parle de logistique, et on en parlait précédemment, on parle forcément de toutes les entreprises qui savent faire de la logistique et La Poste en fait partie. Mais dans la food, quand j'investis, on investit sur plein de business. On a en portefeuille Taster, par exemple, qui est le leader européen des fameuses Dark Kitchen. Ouais. Donc on opère en propre et maintenant de plus en plus en franchise des concepts culinaires 100% pensés, réfléchis pour le delivery, ce qui est quand même quelque chose de phénoménal et qui a énormément accéléré, comme on peut l'imaginer, ces 24 derniers mois. Donc c'est Antoine Soulier qui en est le CEO, qui est un ancien Deliveroo d'ailleurs, qui avait vu la vision à l'époque de dire qu'il y aurait des restaurants uniquement faits pour la livraison. On a une autre entreprise en portefeuille qui s'appelle La Fourche, qui est un supermarché bio en ligne, qui à travers un petit abonnement mensuel permet d'avoir accès à 3000 produits bio à prix quasi coûtant ou à prix défiant toute concurrence, qui a un impact très important vis-à-vis de la société parce qu'il permet à des familles partout de pouvoir acheter du bio, mais à des prix satisfaisants et moins chers, et voire même quelquefois les mêmes prix que de la marque de la MDD. Quoi. Vous venez de prononcer le mot impact. Vous avez lancé il y a 1 an votre véhicule d'investissement consacré à l'impact. Absolument. D'abord, quel est le bilan? Et puis aujourd'hui, j'ai l'impression que de toute façon, on ne peut plus faire de tech si ce n'est de la tech for good. Alors c'est un très bon point. En fait, nous, on est venu très naturellement à ça. Pour une raison très simple. C'est, donc Founders Future, c'est un collectif d'entrepreneurs. C'est un collectif d'entrepreneurs qui est toujours aux manettes de ses business. Et je crois que ce qu'il y a dans la tête de chacun et de chacune qui sont autour de la table dans Founders Future, c'est de dire qu'on peut investir, mais en finançant cette nouvelle génération d'entrepreneurs à mission, dans une logique déjà de transmettre, mais dans une logique de créer des modèles sur des industries très massives, mais qui sont des modèles en fait plus respectueux. Nous, on n'est pas arrivé du jour au lendemain en disant on va faire de l'impact pour l'impact. En fait, ce qu'on a fait avec un premier fonds d'amorçage qu'on avait créé, c'est qu'on a financé des équipes d'entrepreneurs qui arrivaient sur un marché, c'est typiquement La Fourche, ou Yuka, ou Zenride sur le leasing de vélo électrique, qui arrivaient en disant voilà, moi j'ai identifié une brèche, un potentiel sur le marché, je vais le faire différemment. Donc je vais le faire avec du bio, je vais le faire avec du véhicule électrique. Je vais opérer mon entreprise de manière extrêmement respectueuse à tous les niveaux, au niveau social. Je vais partager énormément la valeur. Voilà, je vais le faire un peu différemment. Et puis, on s'est rendu compte au sein du portefeuille qu'il y avait énormément de champions dans ces entreprises, qu'il y avait une nouvelle façon de faire de l'impact, peut-être en arrêtant d'opposer impact et business, en ayant beaucoup d'ambition. Et ça, c'est quelque chose d'assez nouveau, parce que pendant des années, tout ça a été issu de l'économie sociale et solidaire, où au fond, dès qu'il y avait un peu trop de croissance, on se disait, est-ce que c'est bien la croissance? Est-ce qu'elle est maîtrisée? Est-ce qu'elle génère pas d'externalités négatives? Vous voyez. Donc, bien sûr. Et on s'est rendu compte, on a fait un bilan et on s'est dit qu'on voulait, qu'on voulait devenir référent sur ce financement de cette nouvelle génération d'entrepreneurs à mission. Comment on devient référent? On devient référent en mobilisant de l'argent. Voilà, donc une enveloppe qui va être de l'ordre de 40-50 millions d'euros pour de l'amorçage sur ces thématiques. Donc la production alimentaire, l'économie circulaire, les mobilités douces, la santé et le bien-être. Et enfin, une équipe incarnée par Sarah, entre autres. Sarah Korn, avec Sarah Korn, exactement, et l'ensemble de notre équipe, que je salue au passage, parce que c'est quand même grâce à eux qu'on fait tout ça, qui nous permet d'avoir, d'une part, de la légitimité, et surtout, le point le plus important chez Founders Future, créer de la valeur avec nos associés en les accompagnant opérationnellement. Merci beaucoup, Marc Ménazé, fondateur de Founders Future. Merci d'avoir été avec nous.
Et une fois n'est pas coutume, j'ai 3 invités sur ce plateau puisque je reçois Gilles Fitcheberg, Jean-François Sacco et Jean-Patrick Chiquiard, les 3 cofondateurs de Rosa Paris, ex-Rosa Park, agence de publicité. Vous êtes tous les 3 derrière les pubs Monoprix, Skoda, Aigle ou encore Wigo. L'agence fête ses 10 ans cette année. Jean-Patrick, vous l'avez renamée il y a peu. Qu'est-ce qui vous a poussé d'abord à monter cette agence il y a 10 ans ? Déjà, je regarde mes camarades, c'est une histoire humaine. C'est-à-dire que ça faisait une dizaine d'années qu'on se cherchait tous les 3, qu'on avait envie de monter un projet ensemble. Et puis, quand le projet est arrivé, je pense qu'on était à un moment de notre vie ou à notre carrière où on avait envie d'arrêter de se plaindre des trucs qui ne marchaient pas dans nos agences habituelles. Et puis de se dire, essayons de faire ce qui nous motiverait le plus, l'agence qu'on rêverait idéale. Donc voilà, donc on s'est lancé dans cette aventure il y a 10 ans. Et chaque jour, on se dit qu'on a eu raison. Bon. Gilles, qui c'est qui dirige vraiment ? Parce que vous êtes 3, mais en vrai. Écoutez, ça c'est, on vous le dira pas, c'est le secret des vestiaires. Mais non, globalement, on nous a toujours dit, c'est marrant cette question, parce qu'on nous a toujours dit 3 c'est un mauvais chiffre. Et en fait, on s'aperçoit, nous, au quotidien, que c'est le chiffre d'or. Il n'y a pas d'égalité. Non, et je dirais une formule, alors vraiment basique, un peu cliché, mais 1 + 1 + 1 = 4, en réalité. Je vous laisse réfléchir là-dessus. Ouais, je pense que ça va me prendre le week-end, moi. Mais on a quand même beaucoup tiré à boulet rouge sur le secteur de la pub là, ces derniers temps, notamment pour incitation à la consommation, tout ça. Vous avez le sentiment que c'est exagéré, Gilles ? Pardon, Jean-François. Je savais bien qu'à un moment j'allais. Non, c'est pas grave. Est-ce que c'est exagéré ? J'allais dire oui, c'est exagéré, bien sûr. Après, ce secteur, il porte une responsabilité. On a tous une responsabilité quand on fait des publicités. Donc, on se doit d'être responsable. Mais c'est vrai qu'il y a une violence dans l'attaque de ce secteur par rapport aux choses. Nous, on est le reflet des positions qu'on prend dans la société. Et à un moment donné, il y a une forme d'injustice de dénigrer ce secteur parce que ce secteur, il est les porteurs d'économie, les porteurs de projets, les porteurs de croissance. Et le dénigrer à ce point-là, ça nous fait mal. Gilles, qu'est-ce que doit vendre une marque aujourd'hui ? Parce que moi, j'ai l'impression que le mot produit est un peu devenu un gros mot. Non, c'est pas un gros mot. Si en fait le produit il fait partie d'une communication globale, pas simplement le produit, mais le positionnement, la manière d'être de la marque, etc. C'est vrai que nous, par rapport à la question aussi que vous posiez, je pense que on travaille dans une industrie qui a sa place dans la transformation de la société, dans la transformation positive, que les gens qui le font aujourd'hui sont des gens responsables, et que donc au quotidien, avec nos clients, on essaye justement de se positionner pour avoir une vision, d'être cohérent avec la vision de la société aujourd'hui telle qu'elle est, dans sa transformation positive. Et un produit, c'est pas sale, absolument pas. D'ailleurs, il y a des gens qui en ont besoin, pour certains, et il faut juste connecter les bonnes personnes aux bons produits, aux bons services, pour les bonnes raisons. C'est ça le métier aujourd'hui. Oui, Jean-François. Il a très bien parlé. Je voulais juste rajouter que peut-être qu'aujourd'hui, on est passé on vend des produits à plus, on vend des valeurs. Et à un moment donné, les marques ont aussi des valeurs à tenir dans la société. Donc, pour rebondir sur ce qu'il a dit, oui, un produit, mais aussi des valeurs fortes dans les marques. Sinon, les marques, elles vont disparaître. C'est ce que vous disiez, Jean-Patrick, dans une longue tribune que j'ai lue de vous, où vous disiez que pour que les marques continuent à exister, il fallait à la fois de la bravoure et de l'empathie, ce qui va quand même nous rester un peu de place pour l'humour. Mais plus que jamais même. J'espère, mon Dieu. La réalité, c'est que dans la société dans laquelle on vit aujourd'hui, il faut qu'on laisse une place encore plus grande à l'humour. Donc, moi, je crois que c'est simple. Les marques, elles disparaissent si elles n'ont pas de valeur ajoutée à apporter aux gens. C'est basique, mais c'est aussi la réalité des consommateurs. Un consommateur, ce que je dis souvent, mes clients, parfois, ils me parlent de consistance, etc. Je dis, mais les gens, ils vont pas aller manifester dans la rue pour aller dire, attention, c'est pas cohérent. Les gens, c'est nous, les gens. Et les gens, quand ils regardent une publicité, si ça les intéresse, ils aiment une marque, puis si ça les intéresse pas, ils passent à autre chose. Et donc, je pense que nous, notre enjeu, dans tout notre boulot, c'est de réfléchir à... on fait un métier où on impose un peu la publicité, donc on est parfois intrusif. Donc, la moindre des choses quand on est intrusif, c'est de respecter les gens, de respecter ce qu'ils peuvent avoir envie d'entendre ou pas d'une marque, et de faire très attention à la façon dont on va en parler. Mais si on trouve la bonne manière d'en parler, l'humour, c'est génial. Enfin, nous, à l'agence, quand on fait, je sais pas, notre campagne Skoda, vous aussi, vous étiez moche dans les années 90, ouais. C'est un truc qui est hyper drôle, qui a plu à tout le monde. Et pourtant, on dit une vérité. On dit une vérité qui est, nos Skoda, elles ont changé. Vous gardez une ancienne image des Skoda, comme si nous, on avait gardé une ancienne image de vous. Non, tout le monde a évolué dans le bon sens. Et donc, à ce titre, c'est une campagne qui est très humoristique et qui fait énormément de bien au business des marques. Il y a des choses quand même qu'on pouvait faire en publicité il y a 10 ans et qu'on ne peut plus faire aujourd'hui, Gilles ?
Oui, bien sûr, mais comme tout, enfin, je veux dire, la publicité, elle n'est pas exogène au reste de la société. Il y a et je pense que d'ailleurs, pour de bonnes raisons, en réalité, les mœurs, elles évoluent, les mentalités évoluent, etc. Et nous, on accompagne ces évolutions-là. Donc oui, il y a des choses. Je m'en rappelle, c'est marrant, il y avait des pubs de Gotener pour le couscous à une époque. C'était, vous regardez ça aujourd'hui. Non, mais c'est vrai, le couscous garde. Je m'en rappelle pas. C'était dingue. En fait, vous regardez ça aujourd'hui, vous vous dites, mais attendez, il y a 3 siècles qui se sont passés entre cette publicité et aujourd'hui. Enfin, c'est démentiel. Donc, bien évidemment que la publicité, et heureusement elle ne peut pas dire des choses qu'elle disait à l'époque, mais pour des raisons de mentalité, de mœurs, d'évolution. Et ça, nous, on l'accompagne au quotidien, on est vecteur de ça, on est acteur de ça, et effectivement, c'est quelque chose d'hyper important par rapport à la cohérence d'une société qui évolue de manière positive. Ouais. Jean-François, ouais. Oui, non, mais pour continuer là-dessus, peut-être que comme on est passé un peu de l'ère des produits à l'ère des valeurs, à partir du moment où on manie des valeurs, on va perdre un peu de légèreté. Il y a peut-être un peu de lourdeur là-dedans. Donc, nous, à l'agence, on essaie toujours de garder cette légèreté, cette pétillance. Ce métier, il doit égayer la vie. Voir des affiches dans la rue, ça doit faire appel, ça doit provoquer du sourire, de la joie, de la sympathie. Donc, l'humour, c'est important, il ne faut pas l'oublier. Après, aujourd'hui, on est dans une société qui est devenue peut-être un peu plus lourde, qui a perdu cette légèreté, mais c'est à nous de la ramener aussi par moments. Justement, vous avez changé de nom, Rosa Parks, vous êtes devenu Rosa Paris, vous avez adopté une raison d'être qui est être du côté des gens avant d'être du côté des marques. Ils le prennent comment, vos annonceurs ? Mais ils le prennent bien. Hyper bien. Mais ouais, mais ils le prennent bien Ils ont parce compris que pourquoi. Voilà, parce qu'on essaye de bien leur expliquer que s'ils se mettent pas d'abord du côté des gens, il n'y a aucune chance que les gens aient envie d'écouter leur discours. Les gens, ils sont pas là en train d'attendre ce qu'une marque a envie de leur dire. Les gens, ils sont là pour essayer de connecter les propos d'une marque à ce qu'ils attendent eux, pas ce que la marque a envie de leur dire. Donc quand on leur dit ça, on leur dit, c'est en se mettant du côté des gens qu'on arrivera à créer des connexions avec votre marque, mais pas l'inverse, pas dans le sens inverse. Et c'est dans cette logique-là déjà que vous aviez fait cette campagne Skoda sur vous étiez moche dans les années 80 ou 90, je me souviens plus, 90. C'est pour justement aller. Dans les années 80. Ouais, aussi, c'est pour ça. Je me disais que ça Dans pouvait les être les années deux. 70 aussi, ça marche. C'est pour justement montrer qu'on peut s'attaquer à la marque, la tourner en dérision et que finalement c'est pas grave. Bien sûr. Mais en fait, c'est pas tant s'attaquer à la marque en réalité, c'est d'être dans une certaine vérité de la marque qui, en fait, se loge dans une perception qu'ont les gens, etc. Donc, c'est vrai que Skoda avait un déficit d'image et de perception par rapport à d'anciens fantasmes, etc. Mais la marque, elle a fait sa révolution depuis bien longtemps, avec le groupe Volkswagen, avec des modèles game changers incroyables, etc. Mais quand on creuse, quand on fait de la veille, quand on regarde les gens, quand on en discute, quand on se rend compte que quand même ce résidu de perception existe. Donc on va voir la marque et on leur dit, attendez, il faut qu'on gère ça d'abord. C'est hyper important parce que le rendez-vous avec les gens, il se trouve là et pas ailleurs, pas dans un fantasme de ce que vous aimeriez dire sur la marque aujourd'hui. Et donc d'abord, on règle ce problème, on se met du côté des gens, on le comprend, on règle le problème et puis ensuite on passe à autre chose. Ça, c'est hyper important. Et la chance qu'on a, par rapport à votre question, comment les annonceurs le prennent, ils le prennent très bien parce qu'ils voient que ça fonctionne en fait. Parce qu'ils comprennent qu'on est d'abord obligé de passer par les gens, ce qu'ils pensent d'une marque, pour ensuite créer un rendez-vous qui soit intéressant, pertinent, constructif. Je ne devrais pas le dire, mais moi, j'ai un coup de cœur pour une de vos campagnes. C'est The Worst Song pour Monoprix. Bon, elle dure 2 minutes 30 quand même. Ouais. On est à l'heure des courte. formats... Oui, c'est ça, elle est vachement courte. Mais ça ne m'empêche pas de l'écouter en entier. Hein. Mais juste pour dire qu'on est quand même à l'heure des formats ultra courts sur les réseaux sociaux. On a un temps de cerveau disponible qui est ultra réduit. Aujourd'hui, ou demain, est-ce que ça va être encore possible de faire des formats aussi longs, Jean-François ? L'idée, c'est pas de faire tout le temps des formats aussi longs. Là, il se trouvait que l'histoire s'y prêtait. Et donc, il faut savoir en faire. Oui, le temps de cerveau disponible, oui, tout se raccourcit, il faut aller de plus en plus vite. On laisse de moins en moins le temps à la réflexion et à la pensée. Mais nous, on pense qu'il y a des moments, un format long, ça peut imprimer longuement et durement. Surtout que celle-là, elle reste dans la tête après très longtemps. Ça, c'est un peu la magie. Peut-être que par moment, il faut savoir s'affranchir un peu des formats pour raconter des histoires. Finalement, nous, on est des conteurs d'histoires. Donc, d'abord, on sait faire aussi des histoires en format très court, mais quand on a des belles histoires à raconter et que la marque nous suit, on pense qu'il faut le faire dans des formats plus longs. Peut-être juste de se dire aussi, à l'inverse,
finalement, de donner à voir quelque chose d'inintéressant aux gens, ça peut déjà 1 seconde, 2 secondes, c'est trop long. C'est déjà trop long. C'est beaucoup trop long. Et donc nous, en fait, notre cheval de bataille, il est vraiment là. Il est sur l'intérêt du contenu qu'on donne à voir aux gens. Que ça fasse 10 secondes, 15 secondes, 2 minutes, 3 minutes, 4 minutes, le Monoprix à l'époque. C'est déjà quel est le contenu, l'intérêt qu'il y a et la connexion que ça crée avec les gens. Mais on nous parle de taux de complétion, etc. Si c'est nul, si ça n'a aucun intérêt, si c'est indigent, 2 secondes, c'est beaucoup trop long pour les gens. Ils ont autre chose à faire. Mais on ne raconte pas la même histoire en 30 secondes qu'en 2 minutes 30, parce que là, ce qui marche bien, c'est la fille de Monoprix avec ses sacs qui écoute une chanson pourrie et qu'on voit marcher pendant un siècle et demi et qu'on se demande pourquoi elle ne change pas de chanson et que c'est qu'à la fin qu'on comprend qu'elle a les mains prises. Mais on ne peut pas le raconter en 30 secondes. Oui, ça. mais peut-être qu'aussi, à l'inverse, j'ai pas besoin de le répéter 12 fois pour que ça reste dans les esprits. Donc c'est aussi un rapport économique entre le coût que le long format va pouvoir représenter, mais le fait de ne pas avoir besoin de répétition. Et je pense que c'est aussi dans ces narrations-là qu'il faut que nous, publicitaires, on réfléchisse, parce que on en parle souvent tous les trois, hein, quand on se regarde devant un écran publicitaire, parfois à la télé. Moi, je suis pas bien quand je vois la réalité de ce qu'on inflige aux gens. Et je pense que de notre point de vue, il faut qu'on arrive à raconter des histoires qui vont réussir à toucher les gens. Quand vous disiez tout à l'heure, voilà, l'attention, elle se réduit, le format moyen. Ouais, mais le problème, c'est que c'est des moyennes. Et la moyenne, c'est souvent moyen. Moi, j'ai pas envie de me contenter de la moyenne. Et j'ai envie qu'on aille chercher plus loin, des formats plus étonnants, plus surprenants. Quand on reprend la campagne Monoprix, l'autre histoire qui était Les drôles la vie, avec les gens qui ces petits gamins qui se partageaient des petits mots d'amour à travers les packaging Monoprix. J'ai une campagne, elle est passée 17 fois à la télé. Ah, c'est tout ? Rationnellement, ça n'a aucun sens de faire une campagne qui passe 17 fois à la télé avec un tout petit budget média et un tout petit plan média. La difficulté, c'est qu'elle est passée que dans un seul format en 4 minutes et qu'en une semaine, on a fait 10 millions de vues à travers l'échange et l'engagement qu'on a pu avoir sur les réseaux sociaux. Donc c'est aussi ça, les façons nouvelles de réussir à connecter avec son public et donc de se mettre du côté des gens, hein, on y revient, pour essayer de leur raconter des histoires intéressantes. Quand on est au Festival de Cannes de la pub et qu'on reçoit une récompense ultime sur ce film-là, le président du jury nous dit « Ce qui est formidable avec cette campagne, c'est que j'ai passé 4 minutes avec la marque sans m'en rendre compte. Parce que du début à la fin, j'ai des signaux de marque, j'ai ces packaging Monoprix. Et par contre, il a vu une histoire d'amour entre 2 gamins qui se retrouvaient chez Monoprix. » Donc, elle a fait pleurer dans ma rédaction, celle-là. Donc, je vous le dis, il y a eu un gros coup de cœur aussi. J'ai quand même l'impression que n'importe qui peut produire du contenu aujourd'hui sur les réseaux sociaux, que ça nous challenge nous en tant que médias, mais vous, j'imagine aussi en tant que publicitaire, et qu'on est rentré dans une espèce de règne des influenceurs. Est-ce que l'avenir de la pub aujourd'hui, il n'y a plus une marque qui ne parle pas d'influenceurs, est-ce que l'avenir de la pub passe obligatoirement par les influenceurs ? Non. Non, mais après, c'est des tendances, c'est des modes, etc. Aujourd'hui, on voit qu'effectivement, les influenceurs, ils sont intégrés dans beaucoup de dispositifs de communication, etc. Alors après, bon, voilà, ça sert parfois pour toucher des cibles bien précises, des communautés, des gens qui sont impliqués, qui ont un engagement avec cet influenceur. Et donc, du coup, le discours peut-être de la marque, il est plus précis, il est plus écouté, etc. Après, je dirais, parce que c'est un vaste sujet, je dirais que peut-être qu'à un moment donné, on passe d'influenceur à homme sandwich, et que quand on passe d'homme sandwich à homme sandwich, on devient peut-être moins crédible, on perd un peu d'autonomie, d'indépendance, les gens commencent à se poser des questions sur la crédibilité, etc., du partenariat. Donc on commence déjà à sentir que de toute manière, il y a des effets un peu négatifs qui sont en train de se passer. Donc non, en l'occurrence, voilà, il y a eu un boom des influenceurs, mais ça va se réguler, je pense. Après, l'influenceur, c'est une partie de l'écosystème. C'est-à-dire que tu ne peux pas tout réduire à l'influenceur. Il y a des gens qui font très bien leur boulot en tant qu'influenceur, mais une marque, elle a besoin d'un écosystème pour s'exprimer. Elle a besoin de toute une palette, finalement, d'outils de communication. L'influenceur, c'est un des outils. Oui, mais quand on regarde les nouvelles marques qui naissent, ce qu'on appelle des NVB, qui naissent donc sur Internet et qui font uniquement leur com sur Instagram, Facebook et autres, et qui ne feront jamais de campagne en télé parce que c'est juste pas leur façon de voir les choses et que ça fonctionne, c'est vrai que ça remet aussi en cause ce que vous faites. Non, ça bien sûr. Mais c'est pas lié aux influenceurs, c'est lié au support, c'est lié aux réseaux sur lesquels ils se diffusent. C'est vrai qu'il y a des codes sur TikTok qui sont différents de ceux d'Instagram, de ceux de Snap, etc. Mais c'est pas forcément uniquement lié. D'ailleurs, on le voit aux influenceurs, on le voit. Il y a du contenu qui se fait en do-it-yourself, etc. Où les gens de plus en plus construisent eux-mêmes des histoires, etc. Nous, on trouve ça absolument génial. Ça nous challenge. Tu le disais tout à l'heure, vous le disiez tout à l'heure. Ça nous challenge nous en tant qu'agence de
publicité, parce qu'effectivement, tout d'un coup, on n'est pas les seuls à raconter des histoires, à avoir des idées sur des marques, sur des services, etc. Donc déjà, on est très connecté à ça, on est en veille permanente et on trouve ça hyper intéressant. Mais en revanche, oui, c'est toujours là. De toute manière, c'est l'idée qui est au cœur de tout ça. Donc peu importe, je dirais, la fonctionnalité qui est utilisée sur le réseau ou la manière de raconter l'histoire, d'abord, il faut trouver une idée. Et ça, nous, on s'en nourrit, on regarde, on essaye d'engager des gens qui sont dans ces spécialités-là. C'est hyper intéressant. De toute manière, le métier là, du storytelling et de la narration, il est en pleine explosion et c'est génial. Qu'est-ce qui caractérise une pub qui sort de votre agence ? Moi, je pense elle va toucher les gens à travers des vérités qu'on aura réussi à déceler. Et je pense que cette réalité-là, c'est de créer une connexion émotionnelle parce qu'on touche une vérité très forte. Et ça ne veut pas dire qu'il faut que ce soit obligatoirement émotionnel dans le sens à faire pleurer dans les chaumières. Comme celle d'Aigle, par exemple ou Ouais, enfin, Aigle, il y a une spontanéité, il y a quelque chose dans lequel on se retrouve, que ce soit à travers le film de cette doudoune qu'on se passe de génération en génération entre les gamins. Je pense que ça touche les gens parce que les gens ils se projettent dans cette histoire. Donc sans doute on essaye d'avoir une acuité très forte sur les gens. Donc on fait aussi beaucoup de social listening à l'agence. On observe beaucoup à travers les conversations qui peuvent exister sur les réseaux sociaux des leviers de communication et de brief pour nos créatifs. Vous n'avez pas envie de mettre une femme là dans votre trio ? Alors déjà, il y en a pas qu'une, il y en a plein des femmes. Donc aujourd'hui, nous, on a cofondé l'agence tous les trois. On a refait complètement le comité de direction de l'agence. On a respecté une parité parfaite. Vous avez reçu, je pense, il y a quelques temps, Delphine Drutel, notre directrice générale sur le plateau, qui agit au quotidien avec Sacha Lacroix, l'autre directeur général. Donc on essaye en permanence d'être très vigilant à ça. Et donc, par contre, c'est sûr que cette agence, on l'a fondée tous les trois au début, donc on ça, on va pas le changer. Transformer. Vous parliez d'être challengé par tout ce qui se joue effectivement sur les réseaux sociaux. Ça fait quand même quelques années maintenant que moi je suis ce secteur et ça fait quand même quelques années que j'entends que ce secteur il est en crise. Érosion des marges, baisse des budgets, internalisation de certaines créas chez les annonceurs. Comment est-ce qu'on en sort et est-ce que les états généraux de la com sont une solution ? Oui. Pardon. Non, je t'en prie. Déjà, on en sort en essayant tous de faire le meilleur boulot, quoi. C'est-à-dire que, oui, il y a une érosion du business, oui, la valeur ajoutée, elle est moins forte, mais à un moment donné, si chaque agence a une posture de valeur ajoutée forte par rapport à ce qu'elle fait, de crédibilité par rapport à ce qu'elle fait, elle défendra mieux son business. Peut-être qu'il y a aussi beaucoup de gens qui délaissent un peu la force de l'idée ou la force de la réflexion. On parlait tout à l'heure de vérité, de l'insight. Nous, on parle vraiment des insights. À partir du moment où on néglige certaines choses et on va un peu vite sur les choses, on a tendance à peut-être à faire baisser un petit peu la valeur ajoutée du métier et là, les choses vont s'empirer. Mais c'est peut-être aussi à nous de montrer des idées qui accompagnent aussi les développements économiques des marques, parce que là encore, on n'est pas juste là pour faire de l'image. Quand on accompagne nos clients pour les amener à inventer de nouveaux services ou de nouveaux produits, on agit comme des business partners avec eux pour essayer de développer leur économie. Quand moi j'ai mon client académien et que pendant la crise, je le convainc de développer une offre spécifique autour du cas contact, parce que finalement les élèves qui sont en cas contact et qui ne peuvent pas aller à l'école pendant une semaine, ils ont bien besoin d'un accompagnement scolaire. Donc on essaye de réfléchir en permanence sur des choses qui sont connectées à la vie des gens et à la société, et ça peut être des apports d'idées business. Et donc s'il y a des apports d'idées business, généralement, il y a la valeur ajoutée qui peut être reconnue. Donc oui, il y a pareil, en moyenne, il y a une érosion des marges. En moyenne, il y a une valeur ajoutée qui est moins perceptible. En moyenne, il y a des honoraires qui baissent. Et en même temps, pour les gens qui essayent d'accompagner les marques efficacement, intelligemment, les annonceurs, ils sont comme tout le monde, ils payent là où ils pensent qu'il y a de la valeur. Il y a quand même pas mal d'agences, enfin pas mal non, quelques agences qui veulent plus répondre à des briefs si elles ne sont pas rémunérées. Vous avez regardé cette question ? On a regardé cette question, mais c'est marrant parce que par rapport à la question qui était posée tout à l'heure, je pense que en fait il y a ces réponses-là, mais il y a une réponse aussi un tout petit peu plus haute qui est la compréhension de notre métier. Et en réalité, aujourd'hui, on se rend compte que pendant longtemps, chacun a un peu défendu ses intérêts en étant un peu en contre, en essayant de passer en force, en se plaignant, en essayant de montrer que ça crée de la valeur, mais plutôt toujours en réaction. Je pense que qu'on a besoin que ce métier s'ouvre. On a besoin que les gens
le grand public, les annonceurs, voilà, tous les partenaires, en fait, comprennent véritablement aujourd'hui ce qu'est ce métier. Et je pense que ce métier doit faire sa révolution aussi sur la communication, d'être un force de proposition, d'être dans l'ouverture, d'être dans l'accueil, pour que les gens comprennent véritablement où la valeur ajoutée se trouve, véritablement, puisqu'on est dans un métier centrale dans l'économie, comme le disait Jeff tout à l'heure. On a une capacité à s'inscrire dans une dynamique de transformation positive du monde, etc. Il faut bien comprendre que les agences sont des endroits où les valeurs ajoutées, où les gens sont hyper concentrés, travaillent chaque jour d'arrache-pied pour cette solution-là. Et donc c'est vrai que je pense qu'il y a un déficit d'image, et que ça, c'est un gros boulot. Alors, les États généraux font un travail, et ça, c'est super, et ça a été enclenché par l'ACC, et avec la nouvelle présidence, Bertie Toledano et David Leclamart. Ouais. Il y a une dynamique qui se crée. Moi-même, je suis président de la délégation de la publicité, qui est la plus grosse délégation, et c'est vrai qu'on travaille de concert pour justement essayer de transformer aussi cette perception, et c'est hyper important, et c'est un gros boulot. Et ça pèse aussi sur l'attractivité des talents ? Jean-François ? Bien sûr, parce que si on arrive à montrer que ce métier, il est passionné et donc il est fait par des passionnés et donc passionnant, on attirera les gens. Ce qui est dommage, c'est que cette image, elle est un peu colportée rapidement. Donc les nouvelles générations se projettent peut-être moins dans la publicité, mais je pense qu'il y a encore des bons endroits. Je pense qu'il y a des endroits de progression où on peut apprendre, des agences fantastiques, et on continuera d'attirer les talents si on continuera à faire bien notre métier, à trouver les bonnes idées, trouver les bons insights, les bonnes vérités. Ce métier, il est génial, il est passionnant. Si vous deviez retenir une campagne chacun, la vôtre. De ce qu'on a fait là. Ouais. Alors moi, je pense que moi, je dirais le Monoprix, les drôles de la vie, parce que je pense que c'était une tentative à tous les niveaux. C'était une tentative en termes de format narratif, c'était une tentative en termes d'utilisation du produit Monoprix du début à la fin sans ennuyer les gens. Et voilà, et je pense que c'était la première fois qu'il y avait un format qui était aussi long à la télévision. Aujourd'hui, il y a un espèce d'effet de mode, mais à l'époque, franchement, on ne savait pas. Donc je pense que voilà, et ça m'a marqué. Et ce qui m'a marqué, c'est la réaction du public immédiate après la diffusion de ce film, où il y a eu des dizaines, des centaines, voire de milliers de messages qui parlaient de cette pub. Et donc je pense que là, moi j'ai pris vraiment fortement conscience de cette réalité-là au moment de la sortie de Monoprix. Gilles ? Non, mais moi, je les aime toutes. Hein. C'est nos bébés avec Jeff, donc c'est vrai que c'est voilà, et avec JP, donc c'est compliqué. On va dire, je suis très proche de Monoprix, bien évidemment, mais en même temps, Ouigo, j'ai trouvé ça formidable. Tout le travail sur Skoda, sur la marque Skoda, vous étiez moche dans les années 90, même si on aurait pu dire 80, 70. C'est aussi quelque chose, voilà, dans la rupture, la prise de judo, l'humour justement au cœur. Je dirais même la prise de risque et le courage de l'annonceur, de la marque aussi, etc. Donc, je pense que bon, voilà, il y a plein de sujets. Ouigo, voilà, qui était très touchant aussi sur, voilà, une visibilité très précise d'une génération. Voilà. Jean-François ? Ouais, j'avais envie de dire, je retiendrai la prochaine qu'on fera, quoi. Finalement, on a fait des campagnes qu'on trouvait justes, drôles, émotionnelles. On est passionné par ce qu'on fait. Elles sont toutes très bien, toutes très différentes. Donc, c'est quoi ? What's next, toi ? Bien, c'est le mot de la fin, alors c'est parfait. En fait, justement, une fois n'est pas coutume, se quitter en chanson, puisque je vous l'ai promis, j'adore cette campagne. Gilles Fitzberg, Jean-François Sacco et Jean-Patrick Chicard, cofondateurs de Rosa Paris, donc ex-agence Rosa Parks. Merci d'avoir été avec nous. Évidemment, on se retrouve vendredi prochain et lundi, vous retrouvez Stéphane Soumier